des écoles spécialisées pour la scolarisation des élèves en situation de handicap. Donc, j'enseigne en lycée professionnel au sein d'une unité localisée pour l'inclusion scolaire, qu'on appelle ULIS, et qui accueille donc des élèves autistes âgés entre 15 et 20 ans. Ces élèves sont tous inscrits dans une filière professionnelle du lycée, qui peut être un CAP ou un bac pro, et principalement des élèves en CAP restauration collective, CAP qui s'appelle production service en restauration. Je suis considéré comme neurotypique ou non autiste. Je suis aussi adhérent au Clé Autiste et militant syndical à la CGT Éducation. Donc, j'interviens dans cette journée pour aborder la fatigue cognitive dans sa dimension environnementale. J'aborderai donc la question du milieu scolaire au sens général, de certains milieux professionnels en lien justement avec les filières professionnelles du lycée professionnel dans lequel j'exerce, et puis les conséquences de cet environnement sur la fatigue cognitive des personnes autistes. Et je terminerai en abordant quelques pistes de solutions qui sont possibles justement dans cet environnement scolaire. Comme je ne suis pas forcément très à l'aise dans la présentation comme ça en ligne, j'aurais du mal à participer à la discussion en cours de présentation, donc je vous propose de faire une petite présentation sur 20-30 minutes et de prendre les 10 dernières minutes pour échanger et répondre aux questions que vous pourrez mettre sur le fil de discussion. N'hésitez pas, par contre, à prendre la parole si à un moment il y avait un terme ou une expression que j'utiliserais et qui ne serait pas pertinente. Voilà. Donc, pour vous présenter d'abord le système scolaire comme fabrique de la fatigue. Donc, il faut savoir d'abord que l'école, c'est Evan qui disait dans la discussion tout à l'heure, dans le fil de discussion, qui travaillait dans le milieu artistique et qu'il y avait une sorte de positivité de l'épuisement dans ce domaine. C'est un peu le cas aussi en milieu scolaire. La notion d'effort, elle est fortement ancrée dans le système scolaire français, avec des expressions comme faire des efforts, que les efforts payent. Et il est tout à fait, en fait, normal de faire des efforts à l'école. Efforts pour apprendre, mais aussi efforts pour se socialiser avec ses camarades. Sauf que les efforts de travail, ils sont nombreux sur une journée qui, par exemple, au lycée, peut s'étaler de 8h à 18h. Des efforts qui sont aussi des efforts de socialisation, des efforts d'apprentissage, certes, mais des efforts de socialisation. De 8h à 18h, vous êtes sur des temps de récréation, des temps de cantine, des interclasses, des travaux de groupe et des sollicitations diverses. Et la fatigue à l'issue de ces journées, elle est importante pour déjà n'importe quel élève, mais elle devient encore plus problématique quand les élèves ont un rythme de travail, une sociabilité, une productivité différente ou réduite par rapport à ce qu'on estime être une norme. Les efforts faits ils sont donc très importants. La fatigue qui va en résulter, elle va être à la hauteur de l'énergie dépensée. Et donc, la difficulté, c'est qu'une personne autiste, c'était ce qui était dit tout à l'heure dans les discussions, une personne autiste qui aura usé toute son énergie dans son établissement scolaire, elle aura alors plus la force de socialiser au sein de sa famille, et puis évidemment, on lui reprochera, ce qui accentuera là encore la fatigue cognitive si la personne est forcée à faire de nouveau des efforts en milieu familial. La personne aura des difficultés aussi à s'investir dans ses loisirs, dans ses intérêts spécifiques, où elle aura aussi des difficultés après une journée scolaire particulièrement éreintante, à simplement répondre à des besoins primaires, de se faire à manger, de simplement manger ou de se laver. Ce qui veut dire que cette fatigue, donc, elle s'accumule sur la journée, avec des conséquences le soir, mais avec des conséquences sur la semaine, avec parfois des personnes autistes qui vont avoir besoin de 2 jours complets de repos dans leur chambre et dans le noir pour pouvoir récupérer pour le lundi. Et cette fatigue va aussi s'accumuler sur l'année scolaire, avec des pics de fatigabilité qui vont arriver en fin de période scolaire au moment des examens. Donc ça peut avoir évidemment des conséquences sur la santé, sur la vie familiale, sur la vie sociale. Mais comme on estime que le temps scolaire il est supérieur à tout, on estime aussi que c'est normal. En fait, il est vu comme supérieur, c'est pas qu'il l'est. Le temps scolaire n'a pas de volonté à être meilleur que les autres temps, mais il est vu comme supérieur aux autres. Et même si à l'école, ce qui est intéressant, c'est donc, l'école va user la fatigue des élèves le plus loin possible, mais on va reprocher aussi de ne pas avoir d'activité à côté de l'école. Alors que c'est justement à cause des exigences scolaires que les activités périscolaires deviennent difficiles.
Ensuite, on a l'école comme un espace collectif massif. Et là aussi, c'est important de se dire que les établissements scolaires, ils sont de plus en plus grands. Il y a une volonté de rationaliser les espaces et leurs coûts de fonctionnement aussi, qui oblige à mettre de plus en plus de classes dans les établissements et de plus en plus d'élèves dans les classes. Ça crée un environnement qui n'est absolument pas adapté. Les temps collectifs dans ces établissements sont fatigants. Ils sont fatigants sur le plan sensoriel. Il y a des mouvements de foule, il y a des bruits, il y a des moments particulièrement difficiles comme la queue dans la cantine, les temps de récréation, les discours collectifs de début d'année, les temps aussi de remise collective de diplômes et ce genre de situations qui peuvent être très fatigants sur le plan sensoriel. On a évidemment des temps de classe et des temps d'apprentissage avec des effectifs de classe supérieurs à 30 élèves qui deviennent là aussi fatigants sur le plan sensoriel. Et parfois, la fatigue, elle est tellement importante, elle est tellement accumulée durant les temps périscolaires, le temps d'installation dans la classe, etc., que, j'allais vous dire, la capacité d'entrer dans les apprentissages n'est plus possible. C'est-à-dire que les, les exigences sociales vont complètement éliminer, empêcher l'accès aux apprentissages derrière. Il existe aussi peu d'espace à soi dans ces établissements scolaires du secondaire. Les changements de salle, les changements de professeurs, ça empêche souvent d'avoir un endroit à soi. Si on compare avec l'enseignement primaire, par exemple, en primaire, on a sa propre table. Au collège ou au lycée, vous n'avez même pas cette table à vous. Parfois, le seul espace intime et de repli qui peut exister, c'est le cartable, ou le sac de cours, ou le casier. Et en fait, on peut voir pour certains élèves, et même des élèves, y compris des élèves neurotypiques, que le casier, c'est le lieu pour plonger un peu son visage pour essayer d'échapper aux stimulations ou aux perturbations extérieures. On va d'ailleurs y mettre traditionnellement des petits dessins à soi, des petites images, des photos, etc., pour essayer d'avoir un petit lieu de l'ordre de l'intime dans cet immense établissement collectif. L'autre chose sur le système scolaire, c'est que le fonctionnement scolaire génère de la fatigue en soi. C'est-à-dire que la question du rythme de travail des élèves, elle est souvent posée, mais uniquement sur un plan théorique. On a les besoins des enfants et des adolescents neurotypiques, ils sont connus en termes de capacité de travail, de besoin de repos, de fatigabilité. Il y a eu énormément de travaux de recherche là-dessus, mais ils ne sont pas pris en compte. L'explication, elle est très simple, c'est qu'en fait, le rythme de fonctionnement des écoles, il est basé sur le rythme de travail des adultes. L'école, elle s'occupe des enfants quand leurs parents sont censés travailler. Et il est évident que ce fonctionnement ne tient pas compte du rythme des enfants et des adolescents. Donc, il ne va certainement pas tenir compte du rythme spécifique d'enfants ou d'adolescents neuroatypiques, autistes ou avec un trouble de l'attention avec hyperactivité. Et on voit que si on prend les changements de salle, les changements de professeur à chaque heure, ça peut être déjà en soi une difficulté. La gestion des temps d'interclasse aussi, qui est une difficulté de fonctionnement en soi. Avoir 5 minutes pour ranger ses affaires, passer d'une salle à l'autre, gérer les mouvements de personnes et le bruit, ressortir de nouvelles affaires et être prêt à passer à un tout autre apprentissage, en 5 minutes chrono, c'est quand même problématique. C'est problématique, encore une fois, pour tout élève, mais d'autant plus si un élève est autiste. Là encore, un élève, il va user toute son énergie dans les transitions et la gestion de son matériel, et il n'aura plus forcément la force d'entrer dans les apprentissages. On a aussi le fait que le fonctionnement des établissements scolaires, il se base sur une norme moyenne de tolérance au bruit, aux lumières, au temps collectif et au changement. Aussi une norme moyenne sur la fatigue, qui pourtant pèse fortement, et ce qui fait que ça va peser fortement, non seulement sur les élèves, mais aussi sur les personnels neuroatypiques. C'est-à-dire qu'au-delà de l'autisme, toute personne sensible qui a été scolarisée, elle a ressenti la dimension complètement inadaptée du fonctionnement et du système scolaire et de son milieu. S'ajoute enfin à toute cette organisation, comme une cerise sur le gâteau, l'organisation des évaluations et des examens, qui va être encore là pour nourrir un peu plus la fatigue en milieu scolaire. On a des évaluations qui vont souvent être organisées en fin de période, au moment où la fatigue sera le plus accumulée, qui peuvent se faire sur des semaines où plusieurs évaluations successives vont se répéter, qui vont apporter donc forcément un lot de travail supplémentaire et de révision, une situation de stress, qui
là aussi, vont amener à nourrir encore plus un état de fatigue déjà bien avancé dans des périodes notamment de fin de trimestre ou fin de semestre. Si en plus certains collègues se permettent des évaluations surprises, ce qui, je le signale, est strictement interdit, alors on peut imaginer que ce soit pour certaines personnes aussi la possibilité d'un effondrement complet. Alors, la valeur symbolique, sociale et la pression scolaire incarnée par ces examens, ça finit par construire un climat qui est finalement peu propice aux apprentissages et à la prise en compte des rythmes et des capacités de chacun. Pourtant, et ça c'est la loi qui le stipule, c'est à l'école de s'adapter aux différents individus qu'elle accueille, et pas l'inverse. C'est-à-dire que tout élève est légitime à l'école, mais c'est l'école qui n'est pas légitime à faire peser ces dysfonctionnements sur ces mêmes élèves. Alors, là aussi, on est encore sur quelque chose de théorique, mais il est important d'insister sur le fait que quand une personne est en situation de difficulté dans un environnement, cette personne, elle est en situation de handicap. Pour se déclare en situation de handicap, il faut absolument avoir ce réflexe de se dire le problème ne vient pas de la personne, le problème vient de l'environnement. C'est l'environnement qui est inadapté. La question à l'école, ça ne doit plus être de est-ce que tel élève a sa place, c'est comment est-ce qu'on fait la place à tout élève et à toute situation. Je vais maintenant vous parler de la spécificité de mon lieu d'exercice, qui est le lycée professionnel et qui a cet avantage de pouvoir faire une analyse à la fois sur le milieu scolaire, mais aussi sur le milieu professionnel, que ce soit dans les ateliers professionnels ou dans les périodes de stage. Donc d'abord, les conséquences de la pression scolaire et l'orientation en lycée professionnel. Il faut savoir, ceux qui y sont passés, ils et elles le savent, que l'orientation en lycée professionnel n'est que très rarement réalisée en fonction des aspirations des élèves. Les élèves sont d'abord orientés en lycée pro en fonction de leur niveau scolaire estimé. C'est-à-dire qu'un lycée pro, c'est d'abord pour les élèves dont on estime qu'ils sont en trop grande difficulté pour aller en lycée général et technologique. Et comme une situation de handicap est souvent définie comme une difficulté grave et persistante, on glisse très vite pour beaucoup d'élèves avec des besoins d'adaptation vers une orientation en lycée professionnel, puisqu'on fait le raccourci que handicap égale difficulté persistante. Une difficulté scolaire implique une orientation en lycée pro, donc élève en situation de handicap avec des besoins importants d'aménagement égale orientation en lycée pro. Donc ça veut dire qu'un élève autiste peut se retrouver en lycée professionnel, même s'il n'a absolument aucun intérêt pour la formation professionnelle dans laquelle il est orienté. Il peut même se retrouver dans une filière en totale inadéquation avec ses spécificités. Ça arrive régulièrement que j'accompagne des élèves en scolarisation dans des CAP restauration collective, alors qu'ils ont une hypersensibilité tactile, qu'ils ont énormément de difficultés à gérer notamment la gestion des températures, le fait de gérer des plats chauds, etc. Et on peut ajouter que le manque d'intérêt et l'environnement perturbant vont encore là aussi jouer sur la fatigue cognitive. Ce qui va se jouer là aussi sur ces difficultés d'orientation, c'est que les élèves avec une orientation non choisie, ils sont très nombreux en lycée pro. Ça va avoir des conséquences sur une ambiance de classe. C'est-à-dire que vous allez avoir des jeunes de 15 ans qu'on a orientés contre leur gré en restauration collective, pour garder cet exemple, alors qu'ils voulaient devenir pâtissiers. Il faut imaginer que ces élèves-là, ils vont exprimer leur mal-être dans la classe, ce qui va créer une ambiance particulièrement délétère dans des filières, et ça jouera là encore un peu plus sur l'état de fatigue de l'élève autiste scolarisé dans cette classe, avec des bruits, des incivilités, etc. On a dans les filières professionnelles, l'idée c'est que les apprentissages sont systématiquement liés au métier et à la culture professionnelle. Le biais, c'est que si l'élève il est intéressé par le domaine professionnel dans lequel il est orienté, ce sera porteur pour lui. Mais si ses intérêts spécifiques, ou s'il n'a aucun intérêt directement associé au métier, alors il va passer ses semaines et ses années de lycée professionnel dans un environnement absolument pas stimulant, notamment parce que les matières générales, où il pourrait y avoir des intérêts spécifiques en français, mathématiques, histoire géo, art, etc., ces domaines-là vont être reliés à chaque fois au métier. Et donc peuvent aussi s'avérer être de plus en plus éloignés des centres d'intérêt et d'une forme d'émulsion dans lequel l'élève pourrait se retrouver. Dans les spécificités du lycée professionnel, il y a les ateliers professionnels et les périodes de stage.
Alors, en fait, en lycée professionnel, il y a des ateliers de pratique où les élèves appliquent concrètement les attendus de leur domaine. Ces espaces, ils peuvent aussi questionner la dimension de fatigabilité. Parfois, donc ce sont parfois des espaces bruyants, des espaces qui nécessitent des capacités de socialisation, qui peuvent demander donc une énergie importante et des conséquences sur la fatigue de certains élèves, notamment autistes. Si on prend la restauration collective, on va avoir les odeurs, la chaleur, mais aussi les changements de température entre les zones de cuisson chaude, les chambres froides, etc. Évidemment, le travail en équipe et la communication avec la clientèle. Tout ça va être fortement énergivore. Par contre, normalement, ces lieux, ils doivent aussi pouvoir proposer et prendre en compte les besoins, donc proposer des aménagements. On a notamment la possibilité d'aménager le temps de travail en atelier, comme en stage d'ailleurs, qui peut être réduit pour tenir compte de la fatigabilité d'un élève ou d'un stagiaire. On peut tout à fait aussi aménager un espace de travail ou un atelier en fonction des appétences d'un élève. Des appétences pour, par exemple, des activités répétitives, si cela peut lui correspondre, ou au contraire, si l'élève a plus de facilité à gérer la plonge, ou il y a moins d'interaction avec son équipe, ou au contraire, être sur un travail en lien avec la clientèle, puisque c'est plus facile pour cette personne que d'être en cuisine à gérer les températures. Voilà, il y a tout à fait aussi possibilité quand même d'aménager ces espaces-là. Après, en lycée professionnel, on a aussi des périodes de stage. Et ces périodes de stage, donc elles sont en moyenne, il y en a 2 ou 3 par année par année scolaire dans les filières de CAP et de Bac Pro. Elles peuvent venir aussi perturber le rythme de fonctionnement d'un élève. C'est-à-dire que pendant sa période de stage, qui va durer entre 1 et 6 semaines consécutives, il va y avoir un changement de rituel, puisque les emplois du temps vont être modifiés, les rituels aussi de déplacement qui se faisaient du domicile vers le lycée vont se faire du domicile vers le lieu de stage. Il va y avoir un changement évidemment de référent, puisque c'est le tuteur qui va prendre la suite pendant la période de stage. Et tout ça, ça va nécessiter un temps d'habituation qui génère évidemment de la fatigue due à ces changements. Il faudra là aussi qu'il puisse y avoir un travail d'information sur le lieu de stage pour qu'il en tienne compte. Normalement, pour un élève en situation de handicap, la formation doit se faire par l'équipe pédagogique, c'est-à-dire que ce n'est pas juste à l'élève autiste de gérer ses demandes d'aménagement et l'expression de ses besoins auprès du milieu professionnel. L'équipe enseignante doit pouvoir l'accompagner. Alors, il faut savoir que les périodes de stage, même si elles peuvent être parfois compliquées, elles peuvent s'avérer être des bonnes expériences pour certains élèves. D'abord parce que le milieu professionnel, c'est souvent plus calme que le milieu scolaire. Parce que le milieu scolaire, il est composé d'adolescents ou de jeunes adultes, euh, où les implicites sociaux sont assez nombreux et assez parfois déroutants. On imagine que dans un milieu scolaire, dans un milieu professionnel, vous allez avoir des implicites sociaux moins nombreux, mais s'ils existent encore, des règles mieux admises et respectées par des salariés que par des élèves. Et il y a parfois aussi, il faut le reconnaître, une valorisation du stagiaire qui est parfois meilleure qu'en milieu scolaire. Les tuteurs vont avoir une tendance beaucoup plus facilement à féliciter, remercier pour une aide apportée, à associer un stagiaire et à faciliter son intégration dans l'équipe, ce qu'un enseignant n'aura pas forcément le réflexe de faire dans une classe ordinaire. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que comme beaucoup de situations, ce sont les liens entre personnes, avec le tuteur ou la tutrice, qui permettent de construire des liens de confiance. C'est beaucoup un rapport interpersonnel qui va se jouer. Je rappelle quand même que les milieux professionnels sont loin d'être tous bienveillants et qu'il y a une dimension de productivité et de rentabilité sur ces lieux de stage qui reste au cœur aussi des rapports de travail et qui rendent problématiques parfois les périodes de stage pour certains autres élèves qui sont qualifiés de peu productifs. Je voudrais maintenant aborder quelques pistes qui existent. Donc d'abord parler des pistes actuelles pour essayer de gérer la fatigue cognitive des personnes autistes en milieu scolaire. Parler d'abord des pistes qui sont encore à questionner, notamment autour des institutions et des dispositifs spécifiques pour tenir compte de la fatigue cognitive. Il y a d'abord l'enseignement spécialisé, dont je fais partie, qui est une piste qui est fortement activée actuellement, mais qu'il faut interroger. C'est-à-dire que s'il existe des enseignants spécialisés et des dispositifs spécialisés, donc dispositifs Ulysse, vous avez aussi les SECPA qui sont dans une espèce de zone grise entre le handicap et la difficulté scolaire. Vous avez des unités d'enseignement maternel ou d'enseignement élémentaire qui sont installées récemment en école maternelle et élémentaire, qui sont des dispositifs qui sont à l'extérieur des classes ordinaires. Ces dispositifs, ils induiraient
que les classes ordinaires ne pourraient pas être adaptées aux besoins de tous les élèves en situation de handicap. Donc, tant qu'il existe des dispositifs spécialisés qui pratiquent des fonctionnements et des pédagogies alternatives, les classes ordinaires et les enseignants de classes ordinaires resteront un lieu de fonctionnement traditionnel. À partir du moment où on continue de faire perdurer des dispositifs et des lieux qu'on dit spécialisés, on sous-entend que d'autres lieux ne le seraient pas. Et c'est pareil pour les enseignants. Tant qu'il existe des enseignants spécialisés, il existe donc des enseignants qui ne sont pas spécialisés et qui peuvent se déclarer incapables de mettre en place des aménagements et des besoins. Ce qui est vraiment dommage, puisque ça, je trouve que ça peut empêcher de mettre en place des choses relativement simples, notamment dans les classes ordinaires. La difficulté pour les élèves qui bénéficieraient de dispositifs ou d'institutions, c'est que ces élèves ils sont affectés, ils vont subir des situations qui vont ajouter à leur fatigue cognitive, notamment dans les déplacements. C'est très très rare de pouvoir bénéficier d'un dispositif Ulysse ou d'une SECPA ou de je ne sais quel autre dispositif spécifique près de son domicile. Donc il va y avoir un trajet qui va amener de la fatigue, trajet en taxi ou trajet en transport en commun, avec ou sans accompagnateur. Il va y avoir aussi une difficulté de socialisation supplémentaire, parce que si un élève il est scolarisé dans un dispositif Ulysse, dans un collège qui n'est pas celui de son secteur, forcément, il va socialiser avec des camarades qu'il ne rencontrera pas dans son quartier. Donc, ça biaise aussi là-dessus. En fait, on peut imaginer que l'idée de l'enseignement spécialisé, en fait, c'est une fausse bonne idée, parce qu'à moyen et long terme, elle empêche d'aller vers un réel aménagement des milieux ordinaires. On peut ajouter aussi le fait que, encore une fois, si l'élève est pris en charge par un dispositif Ulysse notamment, eh ben, il va avoir des soins à côté qui vont là aussi nécessiter des déplacements supplémentaires, puisque l'endroit où il est scolarisé est éloigné de son lieu d'habitation et sans doute aussi de ses lieux de soins. On peut aussi faire une critique des milieux protégés comme les ESAT sur la prise en compte de la fatigue cognitive. Je vous ai mis cette petite capture d'écran d'un slide de l'ADAPI Pro 70 qui signale qu'au niveau national, il y a seulement 13% des travailleurs d'ESAT de l'ADAPI qui sont à temps partiel. C'est à peu près 3 fois moins que le nombre de temps partiel dans le milieu ordinaire. Ça veut dire que la prise en compte de la fatigue et du rythme de travail dans ces structures qu'on dit protégées, qui ne le sont finalement pas tant que ça, et ben, le temps partiel, il n'est absolument pas parti, ou alors très à la marge des aménagements possibles. Voilà. Il y a beaucoup plus de temps partiel accordé en milieu ordinaire qu'en ESAT. Ça questionne quand même, au-delà du fonctionnement et des principes de fonctionnement des ESAT. Donc, tandis que les espaces dits spécialisés ou protégés montrent leurs limites, la prise en compte de la fatigue, elle n'existe quasiment pas dans les classes ordinaires, alors qu'il existe des pistes relativement simples. Le simple fait, par exemple, de prendre en compte l'expression des élèves ou l'utilisation de moyens d'expression. C'est-à-dire de pouvoir accorder, quand un élève vous dit « j'en peux plus, je ne peux pas travailler », de lui accorder qu'il ne peut plus le faire. De dire « voilà, j'ai plus d'énergie ». Le simple fait aussi d'autoriser des postures de repos en classe. Je me suis permis de mettre cette image de personne allongée sur son bureau avec cet outil de sieste qui a l'air intéressant. Mais c'est des pistes qui sont relativement simples, qui ne coûtent rien, qui seraient simplement des pistes de posture. Et il existe donc déjà des pistes aujourd'hui dans les établissements qui peuvent être mis en place. Et c'est ce que je voudrais voir maintenant. D'abord, il y a des espaces calmes qui existent, qui peuvent servir d'espace de repli. Au lycée, on a le CDI, qui est un espace très serein. Alors, au collège, ça va dépendre des établissements, puisque le CDI va aussi être utilisé comme lieu de permanence. Dans certains collèges, ça va amener un niveau sonore un peu plus important qu'ailleurs. Mais le CDI, c'est un espace de repli pour les élèves qui peuvent s'isoler. Donc, nous, au lycée, ça peut être sur les temps de récréation, sur les temps de pause déjeuner, mais aussi sur les temps de classe. Il a été, avec certains enseignants, je suis d'accord que quand l'ambiance de classe est beaucoup trop difficile, on le disait tout à l'heure, dans les lycées professionnels, vous allez avoir des élèves qui n'ont pas choisi leur orientation et qui vont l'exprimer de manière très virulente. Eh bien, c'est important que l'élève puisse sortir de la classe et venir faire son travail au CDI. Vous avez le pendant universitaire des CDI, qui sont les bibliothèques universitaires qui peuvent avoir le même rôle. J'ai un souvenir très nostalgique des box à la bibliothèque de l'Université Lyon 2, des box en bois qui permettaient de s'isoler de la masse estudiantine. Vous avez aussi dans les stratégies possibles dans les établissements l'infirmerie du lycée, qui est un espace de repli important.
D'abord parce que ça permet de s'isoler dans un endroit très calme, et notamment avec un lit, la fatigue peut être importante au point de devoir dormir, mais ça permet aussi de pouvoir faire constater à un personnel médical l'état cognitif que provoque la fatigue chez une personne autiste. Et je pense que ça, c'est important. On parlait tout à l'heure dans les remarques qui étaient faites, il y avait la déclaration que, évidemment, que les besoins des personnes autistes sont souvent déniés, ne sont souvent pas pris en compte. Je pense qu'une des stratégies, ça peut être de passer par l'aspect médical et de faire constater par un personnel médical, en fait, c'est encore assez bête, mais la parole des soignants est souvent supérieure à la parole des personnes concernées elles-mêmes. Et je me dis que le fait de faire constater à une infirmière la fatigue, l'état cognitif que l'on supporte, ça peut permettre ensuite une diffusion à l'équipe pédagogique d'informations sur le sujet. Dans notre établissement, il a été convenu, par exemple, avec l'infirmière, que les élèves autistes qui sont accompagnés par le dispositif Ulysse, ils peuvent solliciter la salle de repos à tout moment et sans limite. Donc, même si l'élève demande à y aller 10 fois par jour, l'infirmière s'est engagée à le recevoir 10 fois par jour. Dans les pistes qui existent déjà et qui sont intéressantes aussi, il y a le fait que, je vous le disais tout à l'heure, les établissements scolaires sont grands, avec une population importante. Alors, ça a un aspect positif. Ça implique que sur la totalité de cette communauté scolaire, il y a forcément des personnes qui sont concernées par l'autisme ou qui peuvent être considérées comme des personnes alliées. Il s'agit de les identifier. Ils ne sont pas nombreux, mais on n'a pas forcément besoin de beaucoup de monde. Dans notre lycée, c'est pour ça que j'ai mis la photo de personnes à l'accueil. Nous, c'est les personnes qui travaillent à la loge, qui travaillent à l'accueil du lycée et qui peuvent aider nos élèves, d'abord par leur caractère constant. C'est toujours la même personne au même endroit, elles sont deux, et elles sont sur des horaires stricts sur toute l'année, donc toujours la même personne, toujours au même endroit, toujours à la même heure. C'est des repères qui sont là en cas de changement, et en cas de changement qui peuvent peser sur la fatigue. C'est-à-dire que les élèves peuvent solliciter l'accueil en cas d'absence de prof, en cas de changement d'emploi du temps, en cas de retard de taxi et d'appréhension en fin de journée, en cas d'imprévu. La personne de l'accueil a un téléphone pour m'appeler dans ma salle s'il y a besoin, pour appeler le taxi, pour appeler les parents, etc. Donc, c'est aussi des personnes qui sont des personnes ressources, même si au départ, ce n'est pas leur rôle premier. On a aussi beaucoup de liens, nos jeunes ont des liens avec les personnels d'entretien du lycée, qui sont des personnes plus individuelles, où des relations interpersonnelles relativement simples peuvent se faire en dehors de la sociabilité lycéenne, qui parfois implique une intégration dans un grand groupe. Voilà. Dans les autres pistes qui existent, je voulais aborder aussi donc les pistes encore à explorer, pas assez pour moi exploitées dans le secondaire, c'est notamment l'appui sur les fonctionnements, s'inspirer des écoles maternelles et primaires dans l'enseignement secondaire et supérieur. Ça a été dit tout à l'heure par Quentin sur l'utilisation de planning et de choses issues de la méthode Montessori. Donc l'idée, c'est absolument pas d'infantiliser les adolescents et jeunes adultes autistes, mais plutôt de penser qu'il y a des fonctionnements qui existent dans les écoles maternelles et primaires pour prendre en compte la diversité des élèves et qui peuvent inspirer les établissements du secondaire et du supérieur, notamment les espaces de repli dans la classe. Alors, il s'agit de les adapter effectivement à une population adulte, mais le fait d'avoir un coin calme, avec de la lecture, avec pourquoi pas un casque anti-bruit ou un casque audio, avec la possibilité de steamer derrière un paravent. C'est des choses très simples qui sont souvent mises en place en école maternelle et primaire et qui sont quasiment absentes de l'enseignement secondaire. Ensuite, on a un détail qui est important, c'est que dans les écoles, les enseignants, ils accompagnent les élèves sur toute la journée, à part sur les temps de cantine. Ce qui veut dire qu'ils et elles ont la possibilité d'observer leurs élèves en classe, mais aussi dans les cours de récréation, et de constater l'état de fatigue ou au contraire les moments d'attention et disponibilité tout au long de la journée. Dans le secondaire, les enseignants, ils vont voir leurs élèves 1 à 2 heures par jour, grand maximum, et tout ce qui va être les temps hors classe, ils sont sous-traités à la vie scolaire. Ce qui fait qu'échappe à l'enseignant, en fait, tous les temps de classe où il n'est pas présent, plus tous les temps périscolaires qui aussi jouent sur la fatigue. Et sur aussi les capacités de socialisation et d'apprentissage. Et donc, il faudrait penser à ce que les manques de visibilité ou de regard comme ça qu'ont les enseignants du secondaire, elles soient compensées par un regard collectif et un réel travail d'équipe, qui n'est pas encore dans la culture des enseignants du secondaire.
de voir la personne dans sa globalité, et pas simplement l'élève sur son temps de français, d'histoire géo ou de je ne sais quelle matière. On sait aussi que, et ça aussi vous en avez parlé tout à l'heure à propos des siestes, que les écoles, elles, elles prennent en compte le rythme des enfants en organisant notamment des temps de sieste au début de la maternelle. Ce qui est absolument dommage dans notre système, c'est que très vite, on va tout faire pour essayer de réduire ces temps et pour augmenter le temps d'apprentissage effectif. C'est bien dommage, car je trouve que ces temps de repos de début d'après-midi, ils pourraient tout à fait convenir à certains élèves d'école primaire, mais aussi de collège, voire de lycée, et tout à fait aussi à des milieux professionnels. Sachant qu'en plus, il a été démontré que les rythmes biologiques et adolescents, biologiques pardon, des adolescents et des enfants euh, montraient la nécessité de dormir plus, soit un besoin naturel de se lever plus tard, soit un besoin de faire des siestes. Et enfin, je trouve qu'il y a quelque chose d'important aussi, c'est qu'il est fréquent que dans une classe d'école primaire, il y ait plusieurs activités et plusieurs rythmes de travail différents qui se côtoient dans un même temps de classe. C'est très fréquent, évidemment, dans les classes multiniveaux, les CP, CE1, CM1, CM2, etc. Mais ça existe aussi dans des classes ordinaires. Et c'est simplement, et c'est ce que font les collègues d'école primaire, c'est une nécessité de prendre en compte les capacités de chacun. Les capacités, mais aussi les intérêts et les états physiologiques en fonction des jours. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tel élève qui peut être à un moment un élève qui avec une capacité de travail importante, à tel jour ou à telle heure, il n'est plus en capacité de travailler au même rythme que les autres. Il faut tenir compte de sa fatigue, de pourquoi pas son énervement, de ses préoccupations du moment. Et je trouve qu'il est beaucoup plus rare de voir ce type de fonctionnement dans l'enseignement secondaire. Et c'est dommage, parce qu'on est dans un rapport où il y a un petit peu une théorie du marche ou crève, où il s'agit que tout le monde avance en même temps, à la même vitesse. Et c'est une pensée qui est absolument, enfin c'est de la pensée magique, puisqu'il n'y a aucune structure humaine où on peut, peut-être à l'armée, mais je pense que ça ne marche pas non plus, où on revendiquerait que tout le monde avance exactement à la même vitesse. Dans les dernières pistes que je voulais aborder avec vous, il y avait tout ce qui était organisation temporelle, spatiale, matérielle et humaine, et commencer par aborder donc les aides humaines, notamment les AESH, qui sont pour certains élèves donc indispensables à la scolarité. Et sur le sujet de la fatigue cognitive, il est important de rappeler que l'aide humaine, elle doit s'adapter au rythme de travail et à la fatigabilité de l'élève. Elle ne doit pas être la personne qui pousse l'élève à suivre le rythme de sa classe. Elle doit plutôt rappeler à l'enseignant que la spécificité de l'élève et la nécessité de lui laisser le temps pour travailler, mais aussi du temps pour gérer sa fatigue et ne pas tomber dans l'épuisement. C'est-à-dire que l'état de fatigue, il n'est pas forcément, et vous l'avez dit aussi tout à l'heure, facile à auto-évaluer pour un élève. Mais une aide humaine, alors c'est aussi l'importance d'avoir des aides humaines constantes dans le temps, puisqu'une aide humaine, elle va apprendre à connaître l'élève et elle pourra relever des indices de cette fatigue pour proposer des temps de pause, des temps, pourquoi pas, aussi pour s'allonger, des temps de travail rallongés aussi, ou signaler à l'enseignant qu'à un moment, le travail n'est plus possible. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, ça aussi, c'est une des choses à prendre en compte dans le système scolaire, c'est qu'à un moment, il faut pouvoir reconnaître que même si je suis dans un lieu d'apprentissage, même si je suis à l'école, au collège, au lycée ou à l'université, je ne peux plus travailler, je m'arrête. Ensuite, il y a les aides matérielles. Les aides matérielles, elles existent et elles sont nombreuses. En termes de financement, donc elles peuvent être financées par la NDPH pour une demande individuelle, mais il est aussi tout à fait envisageable que certains matériels puissent être financés par le collège avec un budget départemental ou par le lycée avec un budget régional. En fait, le déblocage de ces budgets va être différent selon les établissements et le type de matériel. C'est beaucoup plus facile de faire financer un casque anti-bruit qu'un mobilier ergonomique pour pouvoir supporter la position debout en cuisine, par exemple. Mais il faut savoir que ça a un intérêt d'avoir ces différents types de financement parce qu'un lycée pourrait décider d'investir notamment donc, dans du matériel adapté, simplement parce que ce matériel, il le conserverait dans son lycée pour d'éventuels autres élèves en situation de handicap qui auraient les mêmes besoins. Alors, il est important quand même de signaler que pour l'aide matérielle, il y a la dimension stigmatisante de certains de ces outils. Vous en avez parlé dans les casques anti-bruit. Alors, c'est encore quelque chose d'important. Après, il est aussi important de relever qu'il commence à y avoir quelques représentations culturelles
Je pensais notamment, alors c'est une série qui est tout à fait critiquable, je pensais à la série Atypical sur Netflix, où on voit le jeune se promener dans les couloirs de son lycée avec, alors c'est pas un casque anti-bruit, c'est un casque de musique, mais la série montre bien que c'est une dimension pour échapper à l'environnement sonore du collège. Le simple fait d'avoir été visible dans un objet culturel, bah aujourd'hui, ça aide. Moi, je sais que j'ai un élève dans mon lycée qui l'assume, et qui l'assume du simple fait qu'il l'a vu dans une série américaine et que ça le renvoie à quelque chose de très positif. Dans les autres aides, donc, il y a les aides aussi temporelles qui sont importantes. On peut tout à fait envisager un aménagement d'emploi du temps pour tenir compte du rythme et de la fatigabilité des élèves autistes. Morgane parlait ce matin effectivement de la fatigabilité qui apparaît souvent dès le début d'après-midi. Donc, on peut tout à fait envisager un aménagement de scolarité sur des demi-journées. Attention, ces aménagements, là encore une fois, ils doivent être en fonction des besoins de l'élève et pas des moyens de l'établissement. C'est-à-dire qu'on ne scolarise pas un élève en fonction de la présence de son aide humaine. On scolarise un élève en fonction de ses capacités et de son projet. Un élève qui voudrait être scolarisé à temps plein, même si on estime que ça va être compliqué pour lui, il faut suivre le choix de la personne. Et c'est très important, là encore, j'insiste sur le fait que l'idée, c'est de faire reposer sur l'environnement la nécessité d'aménagement. Ce n'est pas à la personne de faire des efforts, c'est à l'environnement de s'adapter. Donc, ces aménagements d'emploi du temps, ils peuvent aboutir à des aménagements de parcours de scolarité. Si vous avez un aménagement d'emploi du temps qui vous permet de suivre la moitié des cours, ben, vous allez réaliser un CAP en 3 ans au lieu de 2, un bac en 4 ans au lieu de 3. C'est également envisageable pour la passation des épreuves. Il est tout à fait possible de passer une moitié des épreuves du baccalauréat une année et l'autre moitié l'année suivante. Donc, ces aménagements, ils existent. Ils peuvent être demandés pour compenser une situation de handicap, pour réguler évidemment des situations de fatigue cognitive et pour éviter que ça n'aboutisse à un shutdown ou à une éventuelle déscolarisation. Il y a un aménagement aussi qui est important, c'est celui des aménagements d'examen. Et on a parlé tout à l'heure des tiers-temps. Il est important de voir que le tiers-temps, aujourd'hui, il est vu comme étant un temps supplémentaire pour des personnes qui auraient des difficultés de rythme de travail. Mais ce n'est pas que pour la lenteur. On peut imaginer qu'un tiers-temps il puisse être demandé pour pouvoir aussi gérer une fatigue durant les épreuves. Alors, ça nécessite une organisation, mais ça veut dire qu'il faut s'entraîner, par exemple, à pourquoi pas utiliser le tiers-temps pour faire des pauses de 5 minutes toutes les 10 minutes. 10 minutes de travail sur son écrit, puis pouvoir prendre 5 minutes. Dans les aménagements, il y a aussi possibilité de sortir de la salle d'examen, pouvoir aller toutes les 10-15 minutes, sortir, marcher dans le couloir, revenir. C'est une compensation qui peut être demandée lors des examens. Enfin, je dirais que l'organisation spatiale des classes et des établissements, ça doit permettre de proposer des espaces de repos et de repli pour les élèves. Donc, autoriser donc qu'il y ait un endroit de repli dans la classe, mais aussi autoriser l'accès à une salle de classe pendant le temps de midi, construire un véritable espace de repli pensé pour les personnes autistes, pensé avec les personnes autistes et les élèves autistes de l'établissement. Au lycée, nous, on n'a pas d'espace spécifique, mais on a au sein du CDI des box. Et donc, c'est un petit peu comme si on avait au sein d'un lieu déjà relativement calme, un lieu de repli au sein qui, pour le coup, est vraiment particulièrement silencieux. Voilà. Écoutez, je crois que j'ai terminé ma présentation. En conclusion, je dirais qu'il faut bien retenir que déjà, le milieu scolaire, il n'est pas adapté à la plupart des personnes. Et que ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Il ne faut pas, je pense, se considérer comme illégitime en milieu scolaire juste parce enfin pas juste, mais parce qu'on subit une situation difficile. La situation, elle vient de l'environnement, elle ne vient pas de la personne. Il faut qu'au sein des établissements et du système scolaire, on arrive à reconnaître la fatigue comme un état qu'il faut accepter et prendre en compte, et non pas comme un état à dépasser. La fatigue, ça ne se dépasse pas. La fatigue, ça s'assume. Donc, il faut savoir, voilà, la loi, elle impose à l'école de s'adapter. C'est le milieu qui est responsable de la fatigue et des burn-out, et ce n'est absolument pas la personne. Voilà. Je vous laisse maintenant si vous avez quelques questions à me poser. Merci beaucoup. Merci à vous. J'ai une question. Justement, vous parliez du tiers-temps.
Moi, j'ai bien compris. Mon fils, il vient de passer son brevet. Je me suis battue pour les aménagements. Mais j'ai même anticipé en demandant au médiateur qu'elle revoie le côté inutile pour certains types de handicap, notamment les troubles TDA, TDAH, d'avoir un temps supplémentaire, d'autant plus que tout au long de l'année, les enfants sont habitués à faire moins d'exercices pendant les heures de cours. C'est ubuesque. On m'a dit qu'il y avait une réflexion qui était menée au niveau de l'éducation nationale, qu'ils étaient conscients que ce tiers-temps était adapté à certains types de handicap, mais pas à tous. Donc, est-ce que vous avez eu des infos sur ce sujet-là ou pas? Non, alors on a très peu d'infos. La problématique des examens, elle est à la fois très intéressante et très problématique, puisque ils se confrontent à quelque chose d'important au sein du système scolaire, c'est la volonté de vouloir valider la méritocratie et donc de donner dans une espèce d'élan d'égalitarisme la même chose à tout le monde. Et l'idée, Oui, par exemple, de donner une partie seulement des épreuves à un élève pour tenir compte de sa situation de handicap, c'est quelque chose qui serait vécu comme une rupture d'égalité par certains membres de la communauté enseignante. Donc c'est pour ça que pour l'instant, les seules choses qui sont certaines, enfin les choses qui sont le plus mises en place, c'est le tiers-temps et l'aide humaine. Donc, pour l'instant, c'est très compliqué de travailler sur ce sujet-là. Après, ce qui est intéressant avec le tiers-temps, c'est que c'est quelque chose qu'on peut demander et ne pas utiliser. C'est-à-dire que ça ne coûte rien pour une personne MTDH qui ne voit pas son intérêt. Le fait de l'avoir ne vous oblige pas à le mobiliser. Vous pouvez avoir un tiers-temps et ne pas vous en servir. Après, l'autre chose qui peut-être pourrait être une piste plus tôt, ce serait de fractionner les épreuves. Mais là, ça poserait une question par rapport à la divulgation des sujets d'épreuves et ça nécessiterait de faire des épreuves spécifiques pour certains publics qui feraient certaines épreuves en pointillé, en plusieurs fois. Mais pour l'instant, c'est à l'état de réflexion. Moi, je n'ai pas d'informations plus précises sur d'autres nouveaux aménagements. c'est vrai que cette question-là avait été abordée en réunion PPS et le fait qu'en brevet blanc, mon fils n'avait pas utilisé ce tiers-temps alors qu'il en avait le droit, s'est retourné contre lui parce que les professeurs m'ont dit non, mais on lui donne un tiers-temps et en fait, il ne s'en sert pas, il n'exploite pas, il rend vite sa copie, etc. Et du coup, ça a été direction bac pro et pas bac général parce que l'immaturité, elle ne sait pas s'organiser, etc., quoi, en fait. Donc ça, c'était pas évident. Et j'ai eu aussi un retour de la médecine scolaire qui m'a dit au début, en gros, que oui, les aménagements, il y a certains parents qui ont des enfants neurotypiques, pour qui, ben, ce que vous parliez de méritocratie, était juste inimaginable qu'on puisse permettre à des enfants d'avoir des dictées à trous, etc., et de leur permettre d'accéder par une facilité des examens à des écoles très, très importantes parisiennes, hein. Enfin, je vous dis, les mentalités parfois par rapport au handicap sont assez hallucinantes. On peut pas, alors c'est pas pour défendre ces remarques, mais étant donné la façon dont le système scolaire fonctionne, le caractère compétitif entre élèves, il existe et les familles jouent enfin, il y a une compétition, il y a même un marché scolaire, puisqu'il y a des écoles différentes et des milieux de scolarisation différents. Il y a une compétition et effectivement, on va à chaque fois reprocher. En fait, on est sur un rapport d'une égalité brute au lieu de penser une forme d'équité et une égalité en fonction des besoins de chacun. Et ça, c'est lié au fait que c'est très très tôt que certaines familles veulent savoir si leur enfant a plus d'avance sur les autres pour, euh, Oui, pour ces choses-là. Je voulais juste remonter un peu sur les discussions, mais j'ai beaucoup de mal à suivre. Euh, merci. mais je vous en prie. Oui, il y avait Alice qui disait que le tiers-temps l'a beaucoup aidé en tant que TDA, plus TSA, plus dyspraxie. De manière générale, il n'y a aucune généralité à faire sur les nécessités, les demandes d'aménagement. Je ne sais pas si, mais voilà, même dans voilà, certaines personnes avec une forme de lenteur vont utiliser le tiers-temps, d'autres pas. Des personnes avec un TDAH sauront profiter d'une aide humaine et d'autres plus d'un. Donc, il n'y a pas de. Effectivement, les aménagements doivent être demandés plus sur la base des besoins de la personne, évidemment de son profil, mais pas seulement. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, j'avais une remarque ouverte qui a commencé à Euh, être soulevée, mais c'est peut-être un peu. Ah, pardon, Frédéric, oui. Je peux intervenir simplement.
Oui. Je voulais savoir au niveau des conseillers d'orientation, qui sont souvent les professeurs principaux, tout ça, est-ce que les sensibiliser justement à cette problématique ou est-ce que c'est un handicap? Est-ce que j'utilise tout ça pour en fait, qu'ils comprennent qu'il ne s'agit pas simplement de caser des gens dans des voies professionnelles, ou en tout cas des choses qui ne leur conviennent pas, qui comprennent qu'il y a une différence. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, Ouais. mais en fait que tout personnel d'orientation soit sensibilisé pour qu'on évite justement ce qui arrivait à la personne qui vous parlait tout à l'heure, qu'on écarte quelqu'un parce qu'il n'utilisait pas son tire-temps alors qu'elle y avait droit, alors qu'en fait, ça n'a absolument rien à voir avec sa motivation, ses compétences et tout ça. Alors, c'est assez complexe. Les Oui, psy-EN ne sont pas particulièrement formés à l'accompagnement d'élèves en situation de handicap pour leur orientation. On va être beaucoup renvoyé, encore une fois, à la dimension médicale du handicap, puisque oui, l'orientation va se limiter simplement à est-ce qu'il y a une inaptitude ou pas déclarée par le médecin scolaire. Donc, ça va s'arrêter à cette dimension-là. oui, Ce qui peut être problématique à certains moments. Moi, j'ai un élève très motivé par la cuisine, mais avec un truc de l'attention, pour qui le oui, médecin qui ne connaissait pas cet élève l'a reçu 10 minutes dans son cabinet, où ce jeune n'a pas fait, lui a pas fait une impression très positive et où elle a décidé qu'il était donc inapte à utiliser oui, notamment des outils tranchants, etc., parce qu'elle ne le trouvait pas suffisamment concentré pour ça, alors que ce n'était pas du tout le cas. Donc ça, c'est des biais. De manière générale, c'est très complexe, puisque comme je l'ai dit au tout début, oui, l'orientation se fait d'abord sur le niveau scolaire et ce n'est pas une oui, oui, c'est ça. orientation active qui sera en fonction des appétences de chacun. Mais ça, c'est le Oui, cas de tous les élèves. oui, oui, je Je comprends. vais dire un truc très, Oui, un petit peu provocateur, mais le seul lien entre tous les élèves de lycée professionnel, c'est qu'ils ont tous été en difficulté scolaire. Ce n'est pas qu'ils ont un projet pro, ce n'est pas qu'ils ont envie de travailler. d'accord. Oui, C'est simplement qu'ils sont en oui, difficulté. Donc, l'orientation se fait d'abord et avant tout avec ça, ce qui est absolument correct. Mais c'est pour ça qu'on n'a pas d'orientation qui sont réellement pensées en fonction du profil du jeune qui sera en situation de handicap ou pas. D'accord, très bien, je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres questions, j'arrive pas à remonter le fil. Vous entendez quoi par autodétermination? C'est la discussion. Bon, après, il n'y a pas trop de discussion. Ouais. On va discuter entre nous. Mais en fait, ce que je me dis, c'est que bah là, on est assez fort entre personnes concernées, ou même avec des bons alliés comme vous. C'est assez incroyable à voir. À voir du coup de quoi on a besoin et c'est quoi la mentalité à avoir aussi, justement, de se dire, mais en fait, genre, c'est pas naturel nos problèmes tant que ça. Enfin, c'est aussi que la société, elle nous voit pas comme faisant partie de l'universel en quelque sorte, quoi. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on sait ça, quoi? Parce que, comme dit, je sais plus, c'est Catherine, enfin, si en face, à chaque fois qu'on essaye de demander des besoins, après, l'école dit ah bah regarde, t'as pas fait ce qu'il faut. Enfin, si à chaque fois, il y a un piège et qu'en fait, on ne peut pas le faire, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a, il y a un gros chantier, c'est sûr. Ouais, il y a deux choses. Il faut trouver le moyen de mutuellement se répéter tout le temps que toute personne est légitime à être là, même dans sa galère et même quand on lui répond, excusez-moi, n'importe quoi et qu'on ne répond pas à ses besoins. L'autre chose, moi, que j'essaye de faire, c'est dans notre culture professionnelle. C'est-à-dire, moi, j'essaye notamment de militer au sein des syndicats pour lier, et c'est peut-être là où il y a une piste, je pense, essayer de lier la situation des personnels en situation de handicap avec la situation des élèves qui sont en train de vivre en fait les mêmes stigmatisations et les mêmes manques de reconnaissance, d'aménagement. C'est-à-dire qu'un enseignant qui aurait une situation de handicap qui nécessiterait d'avoir une salle toujours la même, on va lui reprocher, on va lui interdire parce que c'est trop difficile pour le fonctionnement. On va pas lui accorder sa journée, enfin pas lui accorder, mais on va lui accorder sa journée parce qu'il a besoin de soins médicaux, mais on va lui reprocher ou on va, alors la remarque, c'est quelqu'un qui m'avait dit avec qui tu as couché pour avoir un emploi du temps pareil. Enfin, voilà, je pense que si on arrive dans notre culture professionnelle, notamment au sein des syndicats, à lier la problématique validiste des personnels et des élèves, peut-être qu'on arrivera à avancer là-dessus. C'est la piste que j'imagine actuellement. Après, ce ne sera pas logique. Merci.
Oui, la remarque de Haute, ça fait partie, effectivement. C'est lié je pense, le fait de mettre un élève en train de préparer un écrit dans une salle où il prépare des oraux. C'est lié aussi au manque de personnel, au manque de classe, à une idée à un moment qu'on fait tout toujours avec moins de moyens, moins d'espace, plus d'élèves dans les classes. Et ça, c'est vraiment, je pense, l'une des plus grosses difficultés qu'on a au sein du milieu scolaire, c'est que le milieu scolaire est de moins en moins adapté aux élèves en général, donc aux élèves atypiques, neuroatypiques, pardon, encore plus. Mais on est sur là moi, je le vois depuis certaines années. On a augmenté au lycée professionnel dans un bac pro communication visuelle qui était à 18 élèves. Au moment où arrivaient massivement des élèves en situation de handicap avec des besoins dans ces filières-là, on est monté à 24. Donc, au moment où les élèves avec des besoins spécifiques arrivaient, on s'est auto-sabordé en augmentant presque d'un quart les effectifs de classe. Donc, voilà, ça fait partie du boudin actuel. Pardon. J'avais pas vu l'heure, Thibaut. Je suis désolé. On a tenu le petit créneau de plus. Il y avait peut-être Luc qui voulait dire un truc. Je vois la main levée. Je peux poser la question? Bien sûr. Voilà. D'après tout ce que j'ai entendu, et c'est vrai que en abordant les thèmes sur l'école, la formation, tout ça, je vois que ça m'a généré beaucoup d'émotions. La question que je me posée, surtout à M. Renaud, euh, j'ai remarqué dans cet ensemble le fait de ne pas prendre en compte la fatigue, ce qui fait que ça génère beaucoup de troubles de comportement, qui fait que parfois, on associe une orientation, une mauvaise orientation, et parfois on demande aux parents d'aller voir ce qu'on appelle le CMPP. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui. Voilà. Et c'est vrai que même en allant consulter le CMPP, qui parfois, au regard, demande à l'établissement de s'adapter aux besoins, puisque tout à l'heure, il y a un parent, il y a une personne qui a parlé de besoins. C'est malheureux de ne pas entendre besoin, et surtout de la part aussi des psychiatres. Je ne parle pas des psychiatres au CMPP, mais je parle aussi des psychiatres libéraux, parce qu'on a l'impression que entendre le besoin de l'enfant, c'est comme entendre un caprice. Voilà, j'ai fait une petite parenthèse. Donc, la question, c'est ce que je voulais poser, c'est que euh, on ne respecte pas le besoin proprement par rapport à l'adaptation que la personne différente doit s'épuiser et en même temps développer d'autres troubles. Voilà, merci. Mais ce que vous dites est complètement vrai. Il y a, et ça va au-delà de l'expression de la fatigue et de la prise en compte des besoins, c'est qu'il y a la parole de l'enfant et qui n'est absolument pas reconnue dans nos institutions et notamment pour ce qui est, alors un petit peu, pas forcément dans le sujet directement, mais des violences éducatives ordinaires. Et je ne dis pas vraiment dans le sujet, mais si ça l'est, qui est que voilà, on a beaucoup de situations d'enfants, d'élèves, de jeunes, d'étudiants qui se plaignent pas que de fatigue, mais aussi de violences subies de la part d'adultes, de la part d'encadrants, de la part d'enseignants parfois. Pardon. Et cette parole, elle est déjà. Donc je pense qu'il y a un vrai problème les enfants, ils parlent. Hein. C'est comme dans beaucoup de situations aujourd'hui, les enfants parlent, c'est juste qu'on ne les écoute pas et qu'effectivement, il y a un problème de prise en compte. Vous parlez des psychiatres, je crois qu'il y a aussi de ça. Il y a beaucoup une posture haute de la part de certains soignants et de certains enseignants pour estimer qu'on sait mieux que la personne elle-même ce qu'elle ressent. Ça, c'est une chose que j'allais dire à titre personnel, moi j'ai pratiqué dans ma classe hein, quand je suis arrivé comme enseignant. La culture professionnelle, c'était il faut pousser les élèves. Hein. Là, ça fait quoi, 2 ou 3 ans que quand un élève arrive et me dit, alors qu'il sort du taxi, c'est 9h05, et que j'ai une élève, notamment à qui je pense, qui me dit, j'en peux plus, je suis fatigué. Avant, je ne l'aurais pas accepté. Aujourd'hui, je dois le faire. Je dois me dire, ben voilà, elle arrive, peut-être que la journée est déjà foutue, elle n'a pas commencé. Mais c'est un changement complet de regard et surtout, c'est cette posture haute des enseignants et qu'on retrouve, je pense, chez certains soignants qui devraient être questionnés.
est-ce qu'il existe des structures ressources pour nous aider face à l'université pour obtenir des meilleurs aménagements? Alors moi je sais, alors pas à l'université, mais dans une école d'aide-soignants, il a fallu passer par le défenseur des droits pour vraiment faire valoir, puisque je ne sais plus quand même ces structures handicap qu'on trouve dans les universités, dans les écoles, dans le supérieur, ne mettaient pas en place les aménagements pour lesquels ils avaient été sollicités. Mais bon, là, Alors oui, Lou, je disais, oui, c'est la dimension quand ça ne fonctionne pas, quand il y a un blocage au sein des écoles et des institutions. C'était surtout sur ce terrain-là. Moi, j'ai peu accompagné, enfin, j'ai peu d'élèves qui sont partis à l'université derrière, mais là, c'est une élève qui est partie en école de soins euh, et pour qui il n'y avait pas d'autres possibilités puisqu'elle n'était pas écoutée. Bizarrement, au premier mail du défenseur du droit auprès de l'école, d'un coup, tout s'est débloqué aussi parce qu'il y a une valeur symbolique de ce défenseur. Ce n'est pas la carte qu'il faut sortir tout de suite, mais c'est une carte intéressante aussi. Le défenseur des droits et l'interlocuteur qui marche très bien, parce que c'est aussi le représentant de l'application des droits au niveau de la Convention de l'ONU. Donc, c'est lui qu'il faut contacter quand on a un problème particulier. À l'université, ça marche assez bien. En général, si vous faites des référents, ils sont assez réactifs. Mais il faut faire attention à l'université, parce qu'il peut y avoir des retours de bateau. Ça peut... il faut être sûr qu'on a essayé d'autres choses avant. Ou si vous n'avez pas de questions, de toute façon, vous restez ici si vous voulez discuter. Au niveau du timing, il y a eu un